Bonjour. Je voudrais revenir sur l'histoire du féminisme, du mouvement féministe. Je me suis rendu compte récemment qu'il y avait une sorte de convergence synchronique entre le féminisme et le communisme. Il faut revenir aux années 60. Au début des années 60, et il y a un film de Billy Wilder qui sort en 61, qui est très représentatif de ce climat, de cette sorte d'euphorie dans le camp soviétique, dans le camp communiste. Euphorie d'ailleurs qui a contaminé un ouvrage d'un astrologue français bien connu, André Barbeau, lequel en 1963 annonçait que le camp communiste, le camp soviétique, allait rejoindre, voire dépasser, au regard justement des planètes évidemment, allait dépasser les États-Unis. Cet ouvrage s'appelle La crise mondiale 1964, la crise mondiale de 1965. Nous sommes à une période où l'on voit Gagarine dans l'espace. Nous sommes à une période où les missiles soviétiques pointent depuis Cuba sur les États-Unis. Et nous sommes dans une période où les résultats économiques de ce camp communiste semblent assez prometteurs en termes de PN, revenu national brut, etc. Donc, nous sommes au début du mandat de JFK en 61, lequel sera, comme on sait, assassiné 2 ans plus tard. Et en 1968, nous avons la création par Antoinette Fouque et d'autres personnes du MLF, Mouvement de libération de la femme. On pourrait dire que ça n'a aucun rapport, si ce n'est que la rhétorique utilisée par les deux mouvances me semble assez proche. Je me suis en effet demandé, ça nous remonte quand même à plus de 50 ans, je me suis en effet demandé d'où le féminisme avait puisé une sorte de prophétisme sur les temps futurs, avec le fait que les différences allaient disparaître, l'égalité, voilà, tout sera aboli, ça appartiendra au passé. Et la thèse que je défends ici, c'est qu'en fin de compte, il y aurait une espèce de récupération. On pourrait d'ailleurs se demander, en l'absolu, si c'est le féminisme qui a influencé le communisme ou l'inverse. Bah, vous savez, c'est un sujet de thèse qu'il faudrait approfondir. Mais disons que c'est un discours à la mode dans les années 60, dans les 60s. C'est un discours à la mode apparemment. On pourrait peut-être d'ailleurs en trouver d'autres exemples. Il y a par exemple le cas de l'Algérie. Est-ce que au début des années 60, il n'y a pas aussi un discours sur l'égalité et les droits
en Algérie, entre Arabes et Européens, les Juifs. Les Juifs, comme on sait, ayant reçu depuis 1870 la nationalité française, les Juifs d'Algérie. Alors là aussi, il pourrait y avoir cette sorte de constellation, égalité des droits, égalité des puissances, égalité des pouvoirs, suppression de la suprématie. Donc je crois que, puisque moi je m'intéresse surtout à l'histoire du féminisme, je crois qu'il faut chercher dans ce processus de la fin des années 50, du début des années 60, le moteur d'une idéologie égalitaire, futuriste, qui nous dit que le temps est venu d'abolir les différences. Et que il y a une dynamique possible pour ceux qui ont été distancés, pour ceux qui ont été amoindris, de revenir en force et d'exiger une égalité de statut, de pouvoir, de droit. J'ai donné donc 3 exemples. On sait comment ça s'est terminé en Algérie, avec effectivement les accords d'Évian et le fait que on n'a pas trouvé d'arrangement juridique permettant à l'Algérie de rester au sein de la France en tant que département français. Quant aux États-Unis, bon, ils se sont ressaisis et en 1969, ils ont envoyé les premiers des personnages sur la Lune. Et on sait à quel point les prétentions soviétiques, à l'époque on était avec Khrouchtchev, c'était les 2 cas, Khrouchtchev contre Kennedy, ont été, disons, dédramatisés et démystifiés. Alors, je crois que c'est dans cette direction qu'il faut aller puiser cette espèce de persuasion comme ça, que les clivages, les différences, les inégalités vont disparaître et que ceux qui étaient en arrière vont rejoindre et même dépasser ceux qui sont en avant. Et je crois qu'on en est toujours là, 50 ans après. Et même près de 50 ans après. Alors, je reviens sur le parallèle. Il y a par exemple ce qu'on appelait dans les années 30 et même peut-être après, les villages Potemkines. Les villages Potemkines, c'est-à-dire que pour les visiteurs qui se rendaient en URSS, avant et probablement après la guerre, on les faisait visiter des endroits qui étaient totalement artificiels, où tout était merveilleux, où tout était propre, où tout se passait très bien, etc. Donc on pouvait mettre en scène certaines choses. On pouvait truquer certains résultats statistiques, certains résultats économiques. Et dès qu'il y a une revendication égalitaire, il est évident que le trucage n'est pas loin. La tentation du trucage, en tout cas, n'est pas loin. Et c'est tout le problème de ceux qui ont des objectifs bien précis, c'est qu'on peut fabriquer des résultats. C'est pour ça qu'il vaut mieux ne pas avoir des objectifs trop précis, parce que on dit voilà, il faut ceci ou cela, et on peut quelque part faire en sorte d'arriver à ces résultats. Pas toujours. Par exemple, on n'est pas encore arrivé à fabriquer un déclin du chômage, mais on essaye, il y a des trucs aussi à ce niveau-là. Et puis on peut truquer les élections. Enfin, bon. On peut truquer la parité, c'est un trucage, bien évidemment. Les gens vont dire après, ils vont dire ah, vous voyez, les femmes ont obtenu ceci ou cela. Qu'est-ce qu'elles ont obtenu? Elles n'ont rien obtenu du tout. C'est le gouvernement qui a jugé bon, pour des raisons électorales ou autres, ou idéologiques, de procéder ainsi.
les gens prennent ça pour argent comptant. Mais non. Alors, je voudrais revenir sur la question statistique. Je crois que, malgré tout ce que certains peuvent clamer, nous avons tous l'esprit statistique. Nous fonctionnons tous par généralisation. Même ceux qui s'en défendent. Personne ne va acheter une machine à laver artisanale. On préfère acheter une machine à laver qui a été fabriquée en série. On sait qu'il y a moins de risques de problèmes, pour toutes sortes de raisons, que si on a affaire à des productions locales particulières, chez des gens qui n'ont aucune assise financière et commerciale. Donc les gens ne sont pas aussi bêtes qu'ils veulent le croire, mais souvent ils prennent les autres pour des idiots. Ils croient que les arguments quand ça les arrange, les arguments qu'ils avancent, sont crédibles. Mais par exemple, prenons un cas extrême. Si je dis à une femme ou à quelqu'un, peu importe, tiens, j'ai un singe savant. Je rappelle que Molière avait écrit une pièce qui s'appelait Les femmes savantes. Un singe savant qui peut faire ceci, qui peut faire cela, et ça montre bien que finalement, les singes ont les mêmes capacités que les hommes. On sait très bien que c'est très improbable, et que quand bien même serait-on arrivé par des procédés, des expédients divers, à donner cette impression, à faire que le singe accomplisse certains actes, ça ne prouve rien. Comme on dit, c'est l'exception qui confirme la règle. Eh bien, ceux-là même qui nous disent, que ce soit des femmes par rapport à la probabilité que des femmes puissent accéder à certaines distinctions comme le prix Nobel, que ce soit des musulmans qui contestent le fait que l'on puisse les soupçonner alors qu'ils n'ont rien fait. On sait très bien qu'en réalité, nous fonctionnons tous sous forme de préjugés. Et que si nous n'avions pas de préjugés, il nous arriverait des catastrophes. Si nous n'avions pas un processus, comme on dit d'ailleurs, mieux vaut prévenir que guérir, si nous ne prenions pas des précautions, si nous ne prenions pas des assurances, tout simplement. Pourquoi? Alors, on paye des assurances pour des risques qui sont extrêmement faibles, mais on sait que ce risque existe. Ça n'empêche que c'est mutualisé sur des millions de personnes. Donc, je veux dire que finalement, les gens ne sont pas si bêtes que ça, et ils ne croient pas eux-mêmes une seconde à ce qu'ils disent. Ils savent très bien que les chances que certaines choses se produisent sont relativement fortes ou relativement faibles, et que c'est pas la peine de dire attendons de voir. Attendons de voir. Non, on n'attend pas de voir. Effectivement, c'est plus facile de guérir que de prévenir, même si c'est préférable de prévenir que de guérir, parce que, évidemment, le nombre de cas qui se manifestent de manière concrète est très faible. Donc on dit, on va attendre que ça se passe, que ça se produise. Et alors là, on va gérer. En revanche, prévenir, ça demande une politique extensive, extrêmement large, extrêmement lourde. Et ça, on ne veut pas. On ne peut pas. C'est ce qui s'est passé, j'en entendais encore ce matin, c'est ce qui s'est passé en France. Avant de prendre des mesures lourdes, à la suite de ce qui s'est passé en janvier 2015, on a attendu jusqu'en novembre, parce que ça posait des problèmes, une politique d'intervention, de prévention, posait des graves problèmes.